Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Lutte contre la pollution plastique en Guinée. Une vaste campagne d'assainissement est lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, interpelle sur ces déchets qui constituent désormais un problème de santé publique dans notre pays. C'est une alerte des autorités sanitaires de Guinée. La maladie virale Mpox est de nouveau dans notre pays. Plusieurs cas sont actuellement pris en charge. Un plan de riposte est toutefois mis en place pour contenir la propagation de la maladie. Nous parlerons aussi de la validation du plan stratégique genre et équité du ministère de la Santé. Ce document permet de briser les barrières liées à l'accès équitable aux services de santé. Plusieurs praticiennes sont reconnues et célébrées pour l'occasion. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Vivre au milieu des plastiques constitue un véritable problème de santé publique. Membres du gouvernement et citoyens étaient ce matin au port de Teminataï et de la GT pour des opérations d'assainissement et de sensibilisation. Le Premier ministre a lancé cette opération qui marque ainsi la lutte désormais active contre la pollution plastique dans notre pays. Mamadou Alpha Baldé. Dans la dynamique de la continuité de la célébration des Journées mondiales de l'environnement, les cadres du ministère sont en action au port de pêche de Teminataï. Ici, la pollution plastique est partout, un phénomène que le gouvernement guinéen s'engage à juguler. Cadres du département, du secteur privé et membres du gouvernement retroussent les manches pour assainir les lieux. Cette opération d'assainissement, elle s'inscrit en fait dans le cadre d'une sensibilisation des populations contre l'utilisation du plastique, parce que pour que nous puissions matérialiser la vision du président de la République d'une Guinée propre et résiliente, il faut véritablement que tous les Guinéens se donnent la main. Donc c'est les pouvoirs publics, c'est le secteur privé en proposant des alternatives aux sachets plastiques, mais également les populations qui doivent comprendre que l'utilisation de ces sachets plastiques est également fortement nuisible à leur santé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là seulement à nettoyer la ville, mais nous lançons un message assez fort envers la population, mais surtout envers la jeunesse, parce que c'est un devoir pour nous en tant que génération du changement de se prendre soin de notre pays, de le valoriser et surtout de le respecter. Favoriser un cadre de vie sain et propre à toutes les populations, le gouvernement entend renforcer les actions visant à qualifier davantage la salubrité dans la capitale. Vous avez vu les déchets de plastique. On ingurgite à travers les poissons tous ces éléments qui sont issus du traitement du pétrole. Donc c'est un empoisonnement à petit feu, aussi bien de la faune marine que des êtres humains qui se servent de cette alimentation tirée de la mer. Donc c'est un danger de santé publique. De l'autre côté, en termes d'assainissement, lorsqu'on voit cette belle plage, on se dit mais dans quel monde vivons-nous? Ce n'est pas du tout acceptable de salir. Il y a quelques mois, le président avait instruit, disons, de nettoyer les débarcadères, les plages, pour que nous ne créons pas un environnement terreau pour la criminalité, pour la consommation de la drogue, le couche. La même action a aussi été exécutée à la jetée de la minière. À travers la célébration de ces journées dédiées à l'environnement, le ministère en charge de l'environnement et du développement durable compte susciter une prise de conscience en vue d'un changement de comportement dans l'utilisation nuisible du plastique. Et presque au même moment, les membres du comité de pilotage du projet d'assainissement de la ville de Conakry étaient à Sonfonia Centre 2. Ils ont visité la station de traitement des boues de vidange en cours de réhabilitation. Tous les compartiments de l'ouvrage ont été presque visités par la mission qui se dit satisfaite de l'état d'avancement du chantier. Momelamine Kamara et Ayassila.
À ce jour, les travaux de réhabilitation, de traitement des bouts de vidange de Somphonieux à Centre 2 évoluent à pas de géant. Les différents compartiments de l'ouvrage sont à un niveau d'exécution très rassurant. En sa qualité d'organe de veille et de suivi de ce projet, le comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry visite à nouveau le chantier. Un sentiment de satisfaction, et parce que la fois dernière, en tant que président du comité de pilotage de ce projet, j'étais venu faire une visite. Et l'intervalle de cette visite et aujourd'hui, je vois vraiment qu'il y a une avancée considérable quand même, qui permet vraiment de voir la vitesse à laquelle on est en train d'avancer dans la réalisation vraiment de cette station de traitement des bouts de vidange. C'est une ancienne station de bouts de vidange qui avait une capacité de 50 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, à travers ce projet, on a essayé de réhabiliter et d'extendre sa capacité de traitement de 250 mètres cubes par jour, ce qui est une capacité à saluer. Du bâtiment d'exploitation au bassin Anayorobi en cours de finition, en passant par les bassins décanteurs et le magasin de stockage, tout a été passé au peigne fin. Nous sommes là pour vérifier la qualité, le coût et le délai d'exécution du projet en tant que maître d'œuvre public. Et on voit que les travaux avancent. Nous sommes à peu près 80% d'exécution physique du projet qui est vraiment salutaire. La satisfaction des riverains, quand ils sont venus ici, ils ont parlé de la réhabilitation et les contournantes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant ici. Je ne peux que remercier le gouvernement, remercier les entreprises qui ont travaillé et remercier surtout infiniment la Banque islamique de développement. Les travaux de réhabilitation de cette station des bouts de vidange avaient été lancés le mois de janvier 2024. Aujourd'hui, avec le niveau d'évolution du chantier, la réception provisoire de l'ouvrage est prévue la fin de ce mois de juin 2025. On en vient maintenant à la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Un immeuble R+6 saisi et confisqué au profit de l'État vient d'être remis aux autorités judiciaires. Le bâtiment va servir de bureau pour le tribunal pour enfants, la Direction nationale des droits de l'homme et le tribunal du travail. Cette réaffection vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces structures de la justice. Abakar Ami Kamara et Tierno Younousabar. Ce bâtiment du type R+6 est l'un des biens saisis puis confisqués au profit de l'État. Ce programme entre dans le cadre de la lutte contre les détournements de fonds publics et autres pratiques assimilées. Par nécessité, l'infrastructure est mise à la disposition du tribunal pour enfants, de la Direction nationale des droits de l'homme ainsi que du tribunal de travail. Nous voilà encore en train de bénéficier de la traduction en réalité de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. En recevant ce bâtiment aujourd'hui, la grâce joue un rôle central dans la protection de notre économie nationale, en ce sens que les biens spoliés de l'État, fruits de détournements avérés, constatés et sanctionnés par des décisions de justice, doivent revenir à l'État au bénéfice de la population guinéenne. Aujourd'hui, ce bâtiment, il fait partie des biens ou des avoirs saisis par les juridictions nationales. Donc, quand ces avoirs sont saisis, comme ce bâtiment, nous le mettons à la disposition de l'État guinéen pour la gestion des services publics de la République. Ici, au quartier Sigmadina, commune de Matam, plusieurs acteurs du secteur judiciaire, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des représentants des institutions se sont fortement mobilisés. C'est une immense joie qui m'anime pour avoir reçu des mains du ministre de la Justice, pour avoir reçu ce bâtiment, cette infrastructure que nous attendions depuis des années. Monsieur le Président du tribunal pour enfants, votre cri de cœur, votre appel a été entendu ainsi qu'à vos prières. Vous voilà enfin dans vos nouveaux locaux. Le témoignage de reconnaissance à l'endroit des actions du premier magistrat du pays, le président de la République. L'acquisition de ce siège permettra au tribunal pour enfants d'améliorer son fonctionnement, ce qui va aider à statuer sur les procédures dans un délai raisonnable.
Une question à présent dans ce journal. Comment réduire les risques liés à l'utilisation du mercure dans les jeunes aurifères de Guinée? 3 textes réglementaires sont en cours de validation à Conakry. Ces textes sont élaborés à la suite d'une large consultation dans les différentes jeunes aurifères. Et c'est le projet Planète Gold Guinée qui porte l'action à travers ses partenaires techniques et financiers. C'est un reportage de Maïmouna Bella Diallo et Marwan Kamara. L'exploitation minière artisanale de l'or à petite échelle utilise fréquemment le mercure pour extraire ce métal des minerais. Cette méthode très répandue présente des conséquences pour la santé et l'environnement selon les spécialistes. Pour prévenir les risques, 3 textes réglementaires du secteur exploitation minière artisanale à petite échelle sont en cours de validation à Conakry. Un programme Planète Gold Guinée financé par le Fonds pour l'environnement mondial. 1 gramme de mercure peut polluer 10 litres d'eau. Et les conséquences ici de ces maladies qui attaquent ici le système immunitaire, les foies, c'est un produit bioaccumulable qui reste dans le temps et pour longtemps. Suite à cet atelier de plaidoyer ou de validation ici des documents juridiques, nous allons continuer à mener le plaidoyer pour que ça soit accepté par l'État guinéen. Mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour l'environnement, ce projet est soutenu par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en Guinée. Il vient accompagner la Guinée dans l'encadrement et réglementer l'utilisation du mercure dans les zones aurifères. L'intérêt de vulgariser permettra à la couche la plus touchée de comprendre les impacts essentiels de ce produit sur leur santé et l'environnement. Parce qu'actuellement, si tu prends Sigirim, Kouroussa, Mayana, Dingira et Gawal, c'est extraordinaire, la nature est renversée et d'ici 10 ans au plus tard, si les mesures ne sont pas prises, les populations seront obligées de quitter ces zones par manque d'eau, par manque de ressources, même par manque de terres agricoles. Avec cette consultation à travers ce projet Planète Gold qui accompagne donc le gouvernement, on va mieux cerner le secteur, encadrer le secteur, formaliser le secteur, les accompagner à faire une exploitation de l'or sans l'utilisation du mercure. La validation de ce document représente une étape importante dans la mise en œuvre d'une stratégie de gestion durable de l'orpaillage artisanal en Guinée. Merci à Marwan Kamara. Simandou 2040 et projet minier, quelles compétences pour transformer le potentiel minier en développement durable? C'est le thème de la 3e édition du Forum des mines et développement durable, le FOMID. Une rencontre de 2 jours au cours desquels les cadres de plusieurs ministères ont proposé des solutions pour une meilleure exploitation des ressources naturelles du pays. Nabila Moussa Kamara et Mohamed Salih Bangoura. Le Forum des mines et du développement durable, FOMID, en sa 3e édition, a réuni les acteurs du monde extractif. Le thème principal de ces 2 jours est Simandou 2040 et projet minier. Quelles compétences pour transformer le potentiel minier en développement durable? Dans le souci de préservation de l'environnement, en vue de favoriser une exploitation responsable dans le secteur minier, les participants échangent sur les questions de compétences. Ils misent sur le capital humain pour atteindre les objectifs qui vont en droite ligne avec le programme Simandou 2040. Il faut être formé pour en avoir les compétences. Ensuite, il faut trouver le bon créneau, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'employeur, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est ça l'importance du capital humain. Tout ce que nous le faisons parce que nous l'avons appris. Pendant 2 jours, les opportunités de collaboration, d'affaires et d'emploi sont explorées pour guider les décideurs et les jeunes chercheurs d'emploi. J'évolue dans le secteur du transport de minerais, donc je trouve que c'est une très belle initiative. Ça permet de reconnaître davantage les ressources de notre pays. C'est un projet d'envergure. Ce projet ouvrira énormément d'opportunités à notre pays. À travers des ateliers, des panels, les communications ont été orientées vers les normes de protection de l'environnement, de la formation des ressources humaines et les opportunités d'affaires. Qui parle de développement minier durable parle premièrement d'abord des compétences pour assurer ce développement. Et
c'est en cela que c'est intéressant que FOMID se poursuive, se pérennise. Réunir les acteurs pour une exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays est une démarche qui va permettre à la Guinée de tirer profit de son immense atout minier pour le bénéfice des citoyens. Plus de 7 forages sont en train d'être réalisés dans plusieurs localités de Sambailo, dans la préfecture de Koundara. C'est une assistance du Premier ministre chef de gouvernement en collaboration avec la Société des Jeux de Guinée. Ces ouvrages viennent faciliter pour les groupements maraîchers l'accès direct à l'eau pour l'irrigation, l'hygiène et la cohésion communautaire. Marouane Kamara. C'est une bouffée d'oxygène pour les maraîchers de Sambailo. Cette machine vient marquer le démarrage des travaux de réalisation de plus de 7 forages équipés de pompes solaires pour les groupements maraîchers de la préfecture de Koundara. Elle concrétise la promesse tenue par le Premier ministre Baouri à l'occasion du lancement de la 2e édition de la foire agricole de Koundara. Ce projet témoigne de l'attention particulière que le gouvernement accorde à l'ensemble des populations, conformément à la vision de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous saisissons cette occasion pour lui adresser nos remerciements les plus sincères pour son engagement constant en faveur du monde rural. Cet engagement du chef du gouvernement guinéen est appuyé par l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées qui va approvisionner en eau les zones agricoles et encourager les groupements de femmes à pouvoir cultiver en toute saison. L'année passée, nous savons combien de fois il y a eu des cris lamentables au niveau des maraîchers. Les puits étaient complètement taris. C'était des tricycles qui déplaçaient pour venir arroser ces plants maraîchers. Aujourd'hui, si nous bénéficions de ces forages, c'est une joie très immense. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a laissé son premier ministre, chef du gouvernement, de venir nous honorer. Il a tenu des promesses qu'il va accompagner la communauté agricole de Koundara. Aujourd'hui, la réalité est là et qui va toucher toutes les communautés. La réalisation de ces forages pourrait réduire la pénibilité du travail agricole dans les localités de Koundara, tout en permettant une irrigation des cultures maraîchères plus régulière et plus durable. Santé, avec, je le disais tout à l'heure au sommaire, cette alerte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La maladie virale Mpox est de nouveau en Guinée. Plusieurs cas sont notifiés et pris en charge dans un centre de traitement de la place. Pour rompre la chaîne de propagation de la maladie, l'ANSS et ses partenaires ont déjà activé un plan de riposte. Mamadou Saliouba et Tierno Maroufba. Longtemps circonscrite en Sierra Leone et au Libéria, la variole du singe, encore appelée Mpox, est de nouveau en Guinée. 18 cas sont notifiés à Conakry et ses environs. Une situation prise très au sérieux par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires. Jusqu'à la semaine 25, dont les données viennent d'être partagées à cette réunion hebdomadaire, nous étions avec 18 cas confirmés dans notre pays qui se répartissent dans les préfectures et les communes de Conakry, donc disons le Grand Conakry. Ils sont en isolement au centre de traitement de Ndongo où ils vont rester pendant la période de leur prise en charge qui sera gratuite. Donc l'État et ses partenaires vont supporter le coût. Face à la nouvelle menace, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires ont aussitôt activé un plan de recherche, de surveillance et de riposte pour contrer la propagation de la maladie. Il y a actuellement 15 points d'entrée prioritaires qui sont activés, au niveau desquels il y a des équipes médicales qui font le contrôle sanitaire, qui nous permettent de savoir si quelqu'un qui rentre en Guinée développe les signes en faveur de la Mpox. Et en ce moment, l'alerte est lancée, l'équipe d'investigation est déployée. Mais également, la communication avec les homologues des autres pays. La Sierra Leone nous partage régulièrement la situation qui prévaut chez eux. Nous faisons la même chose. Également le Libéria. Il y a un an, la Guinée notifiait son tout premier cas d'Mpox au sud du pays. Un cas vite maîtrisé. Depuis la réapparition de cette maladie virale à potentiel épidémique, l'ANSS est en alerte pour rompre la chaîne de propagation.
Au même moment, le CHU Donka est au centre d'un programme de renforcement des capacités de son personnel médical en chirurgie pédiatrique. Une mission composée d'experts français travaille avec les médecins et infirmiers guinéens pour réussir ici même dans notre pays la prise en charge des malformations osseuses des pieds et de la hanche, des pathologies dont la chirurgie complexe nécessitait jusque-là des évacuations. Tcherno Ousmane Diallo. Depuis 3 ans environ, d'intenses activités sont menées pour redonner au CHU Donka son prestige d'antan avec un important programme visant à qualifier le personnel médical. En chirurgie pédiatrique, un transfert de compétences s'opère pour permettre aux médecins guinéens de prendre dorénavant efficacement en charge les malformations osseuses chez les tout-petits avec le soutien de l'organisation Les Enfants du Noma à travers un des experts français du CHU de Saint-Étienne. Nous avons appris essentiellement sur 2 pathologies. La pathologie de la hanche, notamment la luxation congénitale de la hanche, et puis les pieds beaux varices équins. C'est-à-dire en termes vulgaires, ce sont les pieds déformés des enfants que vous voyez à la naissance et si ce n'est pas corrigé, vous les voyez grandir avec la déformation. Et donc nous avons beaucoup appris. En développant des compétences pointues au niveau local pour la prise en charge des maladies osseuses chez les enfants, le CHU Donka espère créer un effet d'entraînement dans la formation des chirurgiens pédiatres à l'université de Conakry et atteindre ainsi son autre objectif en tant que centre hospitalo-universitaire. On a pu faire de nombreux cours, des démonstrations techniques et plusieurs interventions aidées qui ont permis de parfaire les capacités techniques des chirurgiens de l'équipe. Encore aujourd'hui, un succès chirurgical qui concrétise les efforts de la mission d'enseignement avec un embrochage fémoral après que nous ayons pu hier pratiquer sur plusieurs os synthétiques le même geste opératoire. Le programme de qualification des infirmiers et médecins du CHU Donka se poursuit. D'autres spécialistes sont attendus à Conakry les prochains jours pour rehausser le niveau du personnel médical dans d'autres spécialités avec pour but de réduire les évacuations sanitaires. Dans l'actualité encore, la rencontre des journalistes africains de Conakry a pris fin ce vendredi dans la capitale guinéenne. Des moments d'échange autour du journalisme face à la révolution technologique, notamment l'intelligence artificielle. Plusieurs journalistes venus du continent ont ainsi partagé leurs réflexions sur l'avenir du métier ainsi que sur les défis de la transformation des médias en Afrique. Idrissa Ba. À l'heure du numérique, de véritables menaces pèsent sur la pratique du journalisme. Une préoccupation partagée ce vendredi à l'occasion de la première édition de la rencontre des journalistes africains de Conakry. Événement réuni d'éminents professionnels de l'information, des experts ainsi que des panélistes venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin. Nous avons mis en place 3 panels avec 3 thématiques bien entendu. La première thématique, c'est bien la pratique du métier en lien avec l'intelligence artificielle. 3 grandes thématiques sont au cœur des échanges: le journalisme et l'intelligence artificielle, la presse écrite face au numérique et les risques de manipulation de l'information. Je voudrais saluer cette initiative audacieuse qui donne à la Guinée une nouvelle fois l'opportunité de porter haut la voix de l'Afrique consciente, connectée et responsable. Nous vivons une époque de transformation accélérée et dans cette révolution silencieuse que porte le numérique, l'intelligence artificielle, l'IA, s'impose. Le fait d'avoir choisi Conakry comme un point de rencontre des journalistes africains est une belle initiative à encourager. Les organisateurs nous ont dit qu'elle est annuelle et nous vous garantissons le soutien de la haute autorité de la communication pour vous accompagner. Ces panels de haut niveau ont rappelé l'urgence de la profession de se réinventer. À Conakry, les professionnels des médias africains sont désormais alertés et déterminés à se préparer aux défis à venir.
Des réformes se poursuivent également à l'enseignement supérieur pour mieux qualifier les apprentissages. Après avoir engagé des réformes, le département mise désormais sur le soutien et l'accompagnement des différentes institutions d'enseignement. Une gamme variée de ressources documentaires est par exemple mise à disposition des universités et des instituts, des innovations pour moderniser et faciliter la recherche universitaire. Mounir Bari pour des explications. Après avoir amorcé d'importantes réformes dans le secteur, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation passe à la vitesse supérieure. Objectif, qualifier davantage l'enseignement supérieur guinéen à travers des outils modernes et accessibles. PLUDOC symbolise aujourd'hui un tournant décisif dans la dynamique de transformation numérique de notre système universitaire de documentation. PLUDOC Tour avait pour objectif principal de promouvoir l'appropriation de la plateforme PLUDOC à l'échelle nationale, en facilitant l'accès à une documentation scientifique de qualité. Pour faire connaître cette plateforme, une campagne de vulgarisation baptisée PLUDOC Tour a été menée dans les universités de Conakry comme celle de l'intérieur du pays. Pendant plusieurs semaines, des équipes du centre de documentation universitaire, scientifique et technique ont été déployées pour informer, former et sensibiliser les étudiants et enseignants-chercheurs. Parmi les acquis reconnus à la suite de la mise en place de cette plateforme PLUDOC, nous pouvons citer l'amélioration de la qualité de l'enseignement, en fournissant aux enseignants un accès aux ressources pédagogiques et aux étudiants un accès aux outils d'apprentissage. Le renforcement de la recherche et de l'innovation en mettant à disposition des enseignants-chercheurs et des chercheurs des outils et des ressources documentaires de qualité. Il y a plus de 2 millions de documents, peu importe le mot-clé que vous produisez dans cette plateforme, vous pouvez avoir accès à un document très important. Avec cette initiative, le département entend moderniser l'accès au savoir et promouvoir une culture de recherche de qualité en phase avec la vision du chef de l'État. Merci, Amounir Bari. Une autre question dans ce journal. Comment redynamiser la garde communale à l'intérieur du pays? À Kankan, les réformes du secteur sont exposées auprès de la municipalité pour renforcer la surveillance de l'espace public et veiller au respect des règles communes. C'est une initiative du ministère de l'Administration du Territoire mise en œuvre par la Direction nationale des gardes communales. Diamo Kaba, compte rendu. Sous l'impulsion du ministère de l'Administration du Territoire, le secteur de la garde communale s'organise pour redynamiser la sécurité urbaine. À Kankan, les acteurs sont remobilisés pour assurer les paisibles citoyens. Les nouvelles directives sont ambitieuses pour renforcer le système de sécurité civile. Une autre action en permanence contre l'incivisme. Et parmi les 14 domaines de compétences transférées aux communes, la garde communale fait partie. Donc cette compétence-là a été transférée aux communes et pour que les communes exercent leur pouvoir de police dans le domaine de bon ordre, la sécurité, la tranquillité publique, la salubrité publique, et l'esthétique publique et la dignité humaine. Donc pour exercer donc cette compétence, et la commune doit pouvoir recruter sa police. Quand on parle de sa police, c'est la garde communale. La Direction nationale des gardes communales se distingue de celle de la police. Elle est mise en place pour appuyer les municipalités afin d'assurer la tranquillité urbaine. Franchement, on a eu des instructions, c'est vrai. Et l'heure venue, on a compris beaucoup de choses. Parce que quand on sait bien que les collectivités sont mises en place pour une intervention des populations dans leurs propres questions de développement à la base. Et ça, ce n'est possible que lorsque la sécurité à la base est assurée. Les règlements, moi-même, je vais fortement m'impliquer pour que cette garde communale soit fiable. Nous allons passer par les modalités de recrutement, le fonctionnement de la police, de la garde communale et sans oublier aussi leurs accoutrements qui vont porter pour faire la différence entre la police nationale et la garde communale. Dans les grandes régions du pays, il s'agit de redonner un nouvel âge d'or à la garde communale pour lui permettre de jouer pleinement le rôle de service de police de proximité des collectivités locales.
Je le disais également au sommaire de ce journal, au ministère de la Santé, l'heure est à la validation du plan stratégique genre et équité. Le document permet de réduire les barrières culturelles et sociales qui freinent encore l'accès équitable aux services de santé. C'est le service genre et équité du ministère de la Santé qui a élaboré le plan stratégique, une occasion de reconnaître aussi le travail abattu au quotidien par des praticiens de santé. Adia Toubari et Moussa Bangoura. La prise en compte de la question de genre et équité dans le secteur de la santé demeure une préoccupation majeure. Le constat révèle que de nombreuses inégalités en matière d'offres de soins persistent. Les femmes, les enfants et les personnes souffrant d'handicap sont les principales victimes. Ce plan stratégique genre et équité est élaboré pour corriger cette injustice sociale. Et ce plan sera là pour corriger les déséquilibres, pour améliorer la gouvernance sanitaire et pour transformer les pratiques sanitaires pour que la population guinéenne ait une santé améliorée. C'est le premier plan stratégique genre et équité du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a été élaboré avec l'appui technique de Expertise France du groupe AFD. Ce document de 119 pages est composé de 8 orientations stratégiques. Chacune identifie des actions prioritaires à mener devant favoriser la prise en compte des besoins spécifiques des groupes sociaux vulnérables et de façon équitable. Ce plan stratégique est le premier du genre en Guinée. Nous espérons qu'il prospérera au sein d'autres ministères pour accompagner les réformes de politique publique en les rendant plus égalitaires. De la petite enfance à la vie adulte, dans la sphère publique comme privée, le genre doit être au cœur des préoccupations de chacune et de chacun. Notre responsabilité à partir d'aujourd'hui est de traduire ce plan en résultat tangible pour nos populations. Cela exige de la volonté, de l'engagement et de la détermination. Je m'engage personnellement à veiller à la mise en œuvre effective de ce plan avec rigueur et transparence. Ce plan quinquennal stratégique genre et équité est élaboré avec une approche fondée sur les droits humains. À travers les engagements pris par les autorités pour sa mise en œuvre, l'accès équitable et inclusif aux soins devrait être effectif à l'échelle nationale. À Mamou, la lutte contre les mariages d'enfants s'impose désormais comme une nécessité absolue. La pratique comporte, vous le savez, des risques qui entravent l'épanouissement de nombreuses jeunes filles. Comment inverser alors la tendance? Les 14 clubs de jeunes filles leaders viennent de présenter le bilan de leurs activités. 11 mois d'action sur le terrain avec à la clé des résultats encourageants, mais aussi plusieurs défis à relever. Mamadou Paté-Baldé est sur place. Les partenaires de Guest Fund de Guinée se concertent ici à Mamou après 11 mois d'exécution sur le terrain. Cette rencontre est une occasion de partager les expériences autour des questions liées au mariage d'enfants dont les conséquences sont néfastes sur la santé des jeunes filles. Déjà en un an, je suis très satisfait des résultats, surtout de l'engagement, de la détermination de nos partenaires, de la visibilité de leur action. Là, on sait qu'il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer dans l'ombre ou au vu de tous pour mettre fin au mariage des enfants en Guinée. Pour mieux cerner la problématique, les bénéficiaires de Guest Fund utilisent l'approche sensibilisation des causeries éducatives, des sketchs et la production des films afin d'informer les communautés interpellées, les décideurs à l'application condamnable de cette pratique. Eh bien, nous jouons le rôle de sensibilisation à travers le slam. Surtout, c'est notre approche que nous utilisons pour un peu sensibiliser les parents, les leaders, c'est dans les écoles, dans les communautés. L'impact que nous avons eu, on écoute maintenant les jeunes filles dans nos régions, on accepte qu'elles poursuivent leurs études et aussi qu'elles soient autonomes. Pourtant, notre pays a signé toutes les conventions et lois relatives au mariage d'enfants. Malgré cet engagement, la pratique persiste encore dans nos communautés. D'où l'intérêt de cette rencontre. La forte implication des filles et des femmes dans ce projet, ça c'est à saluer et ça me rassure une fois de plus que la lutte sera gagnée parce qu'aujourd'hui c'est les concernés même qui sont impliqués dans le cadre de la lutte.
Après cette concertation, les bénéficiaires seront de nouveau sur le terrain pour engager des discussions transformatrices en faveur de l'éradication de cette pratique en Guinée. Et c'est dans ce contexte que les femmes leaders viennent de procéder au lancement à Conakry d'une plateforme dénommée J'aime ma Guinée. À travers cette plateforme, elles lancent un appel pour une Guinée plus inclusive. Au nombre de 700, ces femmes comptent œuvrer entre autres à la promotion de l'engagement féminin, à la lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre. Marie-Angélique Bangoura. Présente au cœur de la vie familiale, la femme guinéenne s'impose également dans l'espace public à travers des initiatives qui renforcent son rôle dans le développement socio-économique du pays. Le mouvement J'aime ma Guinée vient d'être lancé à Conakry avec plus de 700 femmes leaders engagées, prêtes à contribuer activement à la construction d'une Guinée forte, inclusive et prospère. Désormais, cette plateforme citoyenne est officiellement opérationnelle. C'est le résultat d'une longue réflexion menée par les femmes déterminées, engagées et dynamiques de la Guinée dans le but de créer un espace pour les femmes où les femmes peuvent se parler, peuvent se consulter, peuvent constituer une force pour pouvoir faire des interventions dans le cadre de la prévention et de la protection de la femme. Ce grand rassemblement a permis aux participantes d'identifier ensemble les défis majeurs à relever pour favoriser l'implication féminine dans les sphères de décision. Je me mets entièrement à leur disposition pour leur faire profiter de mon expérience, pour les accompagner, les aider à apporter une contribution remarquable au développement socio-économique de notre cher pays, la Guinée. J'aime ma Guinée. Moi je dis que c'est un nom qui est inspirante. C'est une appellation aussi qui est inclusive. Parce que quand on dit j'aime ma Guinée, ça veut dire que toutes les femmes de Guinée sont dedans. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'exclusion. À travers cette initiative, les femmes sont invitées à porter haut les valeurs du mouvement J'aime ma Guinée, à s'unir et à réaffirmer leur engagement pour devenir de véritables actrices du changement. Et c'est ce qui va nous amener à parler de la cohésion sociale, justement. Le réseau des associations guinéennes, des volontaires pour le développement, se mobilise pour préserver la quiétude. Une rencontre est organisée à cet effet avec des jeunes ambassadeurs de la paix pour la sensibilisation, une initiative financée par l'Union européenne et Terre des Hommes. Al-Gassimouba. Ils sont des jeunes ambassadeurs de la paix pour la sensibilisation engagés pour une cause commune. Ces retrouvailles marquent leur détermination à œuvrer pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une manière de s'orienter dans la même direction et conjuguer leurs efforts pour une Guinée unie et harmonieusement développée. On ne peut pas bâtir un État lorsque les enfants de la même nation ne sont pas unis sur un même idéal. On ne peut pas construire un pays si les gens ne partagent pas en tout cas la même vision. Les grandes nations que nous avons aujourd'hui enviées, que ce soit les États-Unis, la France, l'Italie ou ailleurs, alors sont passés par là. Je pense que la force de ces pays, lorsque des périodes sensibles arrivent, c'est que tous les fils des nations s'unissent derrière des objectifs globaux. Cet espace de dialogue et de partage d'expériences est une contribution au renforcement de la cohésion sociale et la citoyenneté active des jeunes au bénéfice de la Guinée. Seule la capacité intellectuelle, les outils de formation aussi, qui peuvent te permettre de devenir vraiment une personne aussi capable de changer d'autres personnes autour de toi, d'autres jeunes autour de toi. Il faut travailler, se donner la main, voter pour la paix et non pour les conflits. Nous nous attendons à ce qu'au sortir de cette formation, que les jeunes ambassadeurs soient vraiment des ambassadeurs plénipotentiaires, qu'ils puissent transmettre le message de paix, le message surtout d'engagement à promouvoir la paix dans le respect des lois de la République, à promouvoir des actions de plaidoyer. Ces assises des jeunes ambassadeurs de la paix pour la sensibilisation interviennent au moment où la Guinée se dirige vers des élections. Ils comptent mener des actions sur le terrain pour préserver la quiétude sociale.
Dans le reste de l'actualité, le comité technique de suivi du programme d'appui au secteur de la culture était en conclave. C'est un programme de 15 millions de dollars financé par le gouvernement guinéen et le programme des Nations Unies pour le développement. Il repose ce programme sur 5 piliers qui devront redynamiser le secteur afin de permettre aux acteurs culturels de valoriser, mais surtout de rentabiliser leurs œuvres. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. C'est une rencontre du comité technique de suivi du programme d'appui au secteur de la culture PASEC. Le comité est composé d'acteurs culturels et cadres des différents ministères sectoriels. Le programme PASEC a vu le jour suite à une signature de convention entre le gouvernement guinéen et le PNUD depuis le 6 novembre 2024. Une convention de plus de 15 millions de dollars pour accompagner le secteur de la culture. Le PASEC comme instrument et outil de développement du secteur repose sur 5 piliers, à savoir la promotion de la gouvernance et du renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine des arts et de la culture, l'accès au marché pour les produits culturels, l'appui à la décentralisation culturelle, l'appui à l'écosystème entrepreneurial et à la promotion de la diplomatie culturelle. Le PASEC, qui repose sur 5 piliers, prend en compte les différentes préoccupations des artistes et créateurs d'œuvres. Son suivi adéquat permet aux acteurs culturels de faire valoir leurs talents et d'en tirer meilleur profit. Une table ronde sera bientôt organisée pour mobiliser l'ensemble des partenaires techniques et financiers autour du PASEC et mobiliser des ressources et partenariats avec les agences de développement et le secteur privé, de façon à ce que le secteur de la culture puisse recevoir des financements adéquats à la mise en œuvre des grandes priorités qui ont été retenues. Parmi les priorités retenues, le renforcement de capacités des acteurs culturels, la professionnalisation du secteur, la diplomatie culturelle et la réalisation d'infrastructures culturelles. L'actualité nous amène ce soir aussi à Zérékoré avec cette compétition qui renforce les liens entre les fils de la région. Ce vendredi, les ressortissants et résidents se sont retrouvés au mini-stadium de Gogoya dans la commune urbaine pour la finale du tournoi de la paix et de l'unité. Premier du genre en Guinée forestière, la diaspora entend apporter son soutien à la pérennisation de cette initiative. Mohamed Salou Paya. La ville de Zérékoré a vibré au rythme d'un événement unique. Le tournoi de la paix, un tournoi qui a rassemblé les fils résidents et ressortissants au mini-stadium de Gogoya dans la commune urbaine. Ce tournoi, bien plus qu'une simple compétition sportive, vise à renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale en Guinée forestière. C'est une initiative qui a été mise en place par les diasporas et nous, les résidents ici à Zérékoré, en région forestière. C'est dans le but vraiment faire oublier quelques soucis, vraiment faire motiver aussi nos amis qui sont à la diaspora de venir visiter la ville, investir ici, prôner la paix, prôner la cohésion sociale. Un message de paix, d'union et de solidarité. En union avec c'est-à-dire nos collègues de la diaspora, on s'est dit pourquoi ne pas se donner la main pour organiser ces arts d'initiative pour que Zérékoré soit, c'est-à-dire une ville de paix. Cette ambiance électrique et fraternelle bénéficie du soutien du public sportif de Zérékoré, parmi lequel le commandant de la 4e région militaire. Nous ne pouvons vivre que lorsque les uns et les autres se donnent la main pour que cette région-là puisse aller de l'avant. Je pense que c'est l'idée qui est véhiculée par ces jeunes-là venant de l'Hexagone pour pouvoir mettre ça au service de leur nation. Dire à ces jeunes-là qu'il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de développement sans que les gens ne communiquent, sans que les gens ne se partagent. Franchement, je suis content du fait que tout le monde est là. Ça montre que la Guinée forestière est unie. Je me sens à l'aise, on se sent à l'aise. C'est pour ça qu'on est là. Au-delà du football, les jeunes se sont aussi retrouvés autour d'autres activités récréatives, histoire de terminer en beauté le tournoi de la paix. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée.
en compagnie de nos programmes.